Il y a une phrase que j'entends souvent autour de moi et dans mes accompagnements. De toute façon, je suis comme ça. Et à chaque fois qu'elle revient, elle me trouble un peu. Parce que derrière ces mots, il y a parfois cette idée que certaines parties de nous seraient déjà écrites, que nos réactions, nos habitudes, notre manière de penser seraient devenues avec le temps une sorte de territoire connu dont il serait difficile de sortir. Et pourtant, j'ai vu des personnes changer, parfois profondément. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe réellement en nous lorsque nous essayons de changer? Parce qu'au fond, on aime penser que nous sommes, nous les humains, des êtres rationnels, que nous savons pourquoi nous agissons, que nos décisions nous appartiennent et que lorsqu'on veut vraiment changer quelque chose, il suffit de décider. Seulement voilà, notre cerveau est un peu plus complexe que ça. Il apprend, il s'adapte, il automatise, il permet aussi d'évoluer comme de nous ramener vers ce qu'il connaît déjà. Il influence nos décisions, donne du poids à nos émotions et parfois continue de tourner alors même que nous avons l'impression de ne plus avoir de bande passante. C'est précisément pour comprendre cette mécanique invisible que j'ai voulu faire cet épisode. L'idée n'est pas d'aller chercher une nouvelle recette miracle sur le cerveau, j'avais surtout envie de mettre un peu plus de lucidité sur ce qui se joue en nous et de comprendre ce sur quoi nous pouvons réellement agir. Et pour mener cette exploration, j'ai l'honneur de recevoir Bernard Anselem, médecin, spécialiste en neuropsychologie, auteur et conférencier. Bienvenue dans les coulisses du mental, le podcast qui explore les grandes questions humaines avec des experts et des invités fascinants pour mieux comprendre ce qui se joue en nous. Alors Bernard, ravi de te compter parmi nous, je te laisse te présenter. Bonjour Steve et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, alors pour me présenter, effectivement, je suis médecin spécialiste en imagerie médicale et j'ai un master de recherche en neuropsychologie. Mais en fait, ma fonction est un peu différente puisque je décrypte les découvertes récentes des neurosciences et des psychologies cognitives pour aider les dirigeants et leurs équipes à mieux comprendre leur capacité cérébrale, décider plus justement, résister au stress et à l'adversité, coopérer plus efficacement, mieux comprendre l'engagement et les motivations profondes et retrouver du temps personnel pour lutter contre cette charge cognitive qui nous écrase tous. Mhm. Donc, en fait, mon travail, c'est de relever un petit peu les compétences humaines dans un monde où on met en avant l'intelligence artificielle. Ouais, donc c'est à la fois la posture de scientifique appliquée à la compréhension de l'humain. Voilà, c'est le lien entre le grand public et les scientifiques, c'est-à-dire la vulgarisation, vulgarisation dans une optique de mise en pratique. Mhm. Ouais, de donner accès aussi. Voilà. Super. Bah, merci pour cette présentation et je te propose qu'on entre dans Mhm. notre première thématique, qui est une question à la fois vaste, mais je trouve fascinante, qui est peut-on réellement changer? Oui, en coaching, il y a une phrase que j'entends très souvent, que je pourrais résumer, c'est de toute façon, je suis comme ça. Tu vois, comme Oui, si derrière ces mots, je ressens parfois énormément, peut-être même de résignation, comme si notre personnalité, nos réactions ou peut-être même nos habitudes, bah, en fait, elles étaient déjà écrites une fois pour toutes. Et en fait aussi, plus j'avance dans ce métier, ben, plus j'ai l'impression que nous sommes nombreux à sous-estimer, alors soit notre capacité à évoluer et parfois aussi à surestimer la vitesse à laquelle ce changement, tu vois, peut arriver. voilà. Oui. Et toi, tu parles beaucoup de plasticité cérébrale, alors Mhm. peut-être, en introduction de tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça signifie et peut-être, qu'est-ce qui fait écho, chez toi avec ce que je viens de partager à l'instant? Oui, tout à fait. Alors cette croyance que on ne peut pas changer, c'est un des mythes les plus répandus et pour lesquels justement c'est une des raisons de mon engagement. Euh, le- c'est une croyance répandue mais qui n'est pas vérifiée, hein. Euh, tous les thérapeutes, tous les coachs le savent, tous les chercheurs en neuropsychologie le savent aussi. Alors, il y a plusieurs arguments. Il y a un argument neurosciences et un argument psychologie. Mmh. L'argument neurosciences, c'est la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité euh, l'ensemble des capacités à adapter les structures de son cerveau, mais pas uniquement les structures, le fonctionnement aussi de son cerveau, aux modifications de l'environnement, toutes les Mmh mh. modifications. Mmh. Donc c'est une définition qui est très large.
pour l'illustrer, on peut dire que en fait, l'information dans le cerveau circule par des signaux électrochimiques qui passent d'un neurone à l'autre par des synapses. Et donc, plus on utilise ces synapses, et mieux elles fonctionnent. Mieux les neurones se connectent, plus on les utilise. Donc, euh, dans tout ce qui est le domaine cognitif, c'est-à-dire les pensées, les jugements, les ressentis, les perceptions, tout ça, quand on utilise plus ces perceptions, on va les affiner et on va permettre de progresser dans un domaine que l'on a déterminé. Mhm. Donc ça, c'est l'argument scientifique. Et il y a l'argument des études de recherche en psychologie aussi. Il y a un nombre croissant d'études qui montrent, notamment sous l'initiative de Carol Dweck, qui a développé la notion de growth mindset, c'est-à-dire Ouais. l'état d'esprit de croissance ou de progression. Eh bien, elle a montré que les gens qui pensaient que tout était fixé étaient à la fois moins entreprenants, moins performants et plus anxieux que les gens qui pensaient qu'on pouvait euh, progresser, avec Mhm. des efforts bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de progresser en décidant d'un claquement de doigts, Mhm. c'est plutôt un choix d'entraînement. Et Mhm. donc les gens qui pensent qu'on peut s'améliorer en s'entraînant et en travaillant sur soi ont de meilleurs résultats globalement que les gens qui pensent que tout est fixé. Mais non seulement ils ont des meilleurs résultats, mais ils sont aussi plus sereins. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est très angoissant de penser qu'on est fixé pour le restant de ses jours. Et Bien donc si sûr. on a un défi et qu'on échoue, ça veut dire c'est très grave quand on pense que tout est fixé. Alors que Mhm. si on pense que on peut progresser, bah, c'est pas bien grave si on échoue. On sait qu'en travaillant, on va pouvoir progresser. Et ça change tout. Mhm. Ça change vraiment notre rapport au monde. Et ça rend les gens à la fois plus sereins, puisqu'ils sont moins anxieux d'échouer, et en même temps plus entreprenants, parce qu'ils savent qu'en travaillant, ils peuvent progresser dans un domaine. Mhm. Alors ça, c'est la présentation, c'est une présentation simplifiée. Bien entendu, la réalité, c'est pas aussi rose. Et Oui. il y a des domaines dans lesquels ça va être plus dur de progresser que d'autres. Et c'est justement, on va peut-être pouvoir en parler lors de cette conversation. Mhm. Et c'est ça qui me tient à cœur, c'est de faire passer un petit peu ce que l'on peut changer et Ouais. ce que on ne peut pas changer. Euh, et donc, parmi les mythes et les freins au changement, il y a ce mythe de la volonté. Mhm. La volonté, si je décide de changer, je dois pouvoir y arriver. Et si je n'y arrive pas, c'est que je suis mauvais. Mhm. Ça, Le raccourci. Ouais. voilà, c'est vraiment c'est catastrophique et c'est une cause de découragement très importante. Hein. Mhm. Et donc, voilà, il y a des exemples où on va sous-estimer sa capacité à changer et d'autres où on va surestimer sa capacité. Et on en avait discuté un peu auparavant dans la présentation. En général, on va sous-estimer sa capacité à changer sur le long terme Ok. et on va surestimer sa capacité à changer dans l'immédiat. Mhm. Et donc, un exemple, euh, on sous-estime la capacité sur le long terme. Par exemple, l'exemple que je cite souvent, c'est le permis de conduire. Ouais. Pourquoi je le cite? Parce que 80 à 90% des gens ont leur permis de conduire. Mhm. Et parmi ces 90% de gens, il y a pas 90% de gens doués, il n'y a pas 90% de gens intelligents, il n'y a pas 90% de gens attentifs. Il y a aussi des gens qui sont moins doués que les autres, il y a des gens qui ont moins de coordination entre les bras et les jambes, il y a des gens qui sont moins attentifs, il y a des gens qui ont moins de capacité cognitive pour apprendre le code de la route, par exemple. Et tous ces gens-là ils finissent par y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode, il y a de la répétition, il y a de l'encadrement, il y a du feedback du moniteur. Et tous ces éléments-là montrent que, quelles que soient nos capacités de départ, on peut arriver à un résultat assez complexe. Parce que, mine de rien, c'est quand même pas simple hein, d'avoir son permis de conduire. Il y a Mhm. tas de choses à coordonner, les bras, les jambes, l'attention, la vision, l'audition, retenir les panneaux, anticiper les mouvements des voitures, etc., des vélos, des piétons, que sais-je encore. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et si presque tout le monde y arrive,
c'est que nous avons ces capacités en nous. Mhm. Donc voilà un exemple où on sous-estime, ça c'est pour tout le monde. Il y a un autre exemple où on va sous-estimer, c'est, je cite dans mon livre là, sur un voyage en forêt neuronale qui parle de la neuroplasticité, Ouais. c'est les gens qui sont des supercalculateurs mentaux. Ils peuvent retenir des dizaines ou voire même des centaines de chiffres comme ça, hein. Bon, ça a l'air un peu irréel, et on pense que ces gens-là sont des surdoués au départ. Or, quand on les écoute, ils ne sont pas du tout surdoués au départ. Simplement, ça les intéresse. Et ils vont passer des heures à travailler cette capacité, et ils vont progresser. Et les meilleurs, ce sont ceux qui passent le plus d'heures, tout simplement. Mhm. Et donc, ça montre bien que, bon, bien entendu, on a tous des capacités différentes. Il y a des gens qui vont aller plus ou moins vite. Il y a des gens qui ont une meilleure mémoire que d'autres. Il n'est pas question de dire que tout le monde est sur le même plan, hein. On Ouais. a tous des différences, mais ces différences vont être gommées par l'entraînement. Mhm. J'entends Et plusieurs choses dans ce que tu dis, tu vois, de la différence oui, entre les deux. Ça les intéresse. Il y a aussi cette idée de motivation profonde et cette idée de répétition. Est-ce que tu vois d'autres paramètres, tu vois, qu'on peut mettre dans ce qui peut faire la différence entre la surestimation, sous-estimation de soi par rapport à l'atteinte de quelque chose qui est important oui, pour nous? il y a toutes les croyances sur soi. Déjà, il y a toute une partie des gens qui ne vont pas croire qu'ils peuvent y arriver. Donc déjà, Mmh. ceux-là, ils sont découragés à l'avance. Et donc, effectivement, ils ne vont pas y arriver. C'est ce Mmh. qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, hein. Si vous pensez que vous n'êtes pas bon en maths, vous n'allez pas progresser, ça c'est sûr. Mmh. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est effectivement les motivations profondes, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous met en mouvement. Et Ouais. ça, c'est... alors, il y a les motivations négatives, hein, la peur, éviter les ennuis, éviter les difficultés. Mais il y a la principale motivation, c'est une motivation qui est positive, c'est-à-dire que c'est une motivation, c'est d'arriver à un but qui nous inspire et qui, quelque part, nous fait plaisir. Mmh. Et donc, quand on interroge tous les grands performateurs, que ce soit des artistes, des sportifs, des chefs d'entreprise, ben, ils sont passionnés Ouais. par leur activité, hein, quel que soit le domaine, hein, Mmh. c'est général. Donc en fait, c'est l'envie d'y arriver, et cette envie, ce désir, ben, on peut l'analyser pour savoir quels sont nos désirs du moment. Mmh. Alors après, il y a le débat du soi, est-ce que c'est notre soi profond ou est-ce que c'est un soi qui est construit? Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais effectivement, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est quand même ça qui va faire les différences de persévérance et de performance. Mmh. Et les deux étant liés, hein, la performance étant liée à la persévérance. Donc, pour persévérer, il faut être très, très motivé, il faut avoir très envie de faire quelque chose. Mmh. Et donc là, c'est à nous d'identifier quelles sont nos envies, nos désirs, nos valeurs, puisque les désirs sont liés à nos valeurs. Donc il y a Mmh. tout un travail sur soi à faire pour améliorer cette envie et cette persévérance. Mmh. Moi, je le vois beaucoup, le travail sur les valeurs, c'est quelque chose qui me fascine et que je fais beaucoup dans mes accompagnements parce que je trouve que c'est vraiment, Voilà. Et la genèse de beaucoup de choses. c'est quelque chose que l'on ne fait jamais spontanément parce que tout simplement, on a des tas d'objectifs en tête, Mmh. plus ou moins contraints. Mmh. Et donc, bah, on va gérer les objectifs au fur et à mesure, mais on va pas ou très rarement, il y a des gens qui le font, hein, mais ils sont minoritaires, mais on va très rarement aller chercher en soi qu'est-ce qui nous motive profondément. Et on pourra tout Mmh. à l'heure aborder ces questions des motivations profondes. Ouais, avec grand plaisir. Et selon toi, déjà à partir de tout ce qu'on a tiré comme fil, pourquoi certaines personnes évoluent profondément alors que d'autres, à l'inverse, on a l'impression, tu vois, qu'elles répètent constamment les mêmes schémas? Oui, il y a des gens qui vont, justement, parce qu'elles n'ont pas fait ce travail, et donc elles s'enferment dans des croyances euh, selon lesquelles, bon, à partir du premier échec, parce qu'on a tous des difficultés, des échecs, et donc à partir du premier échec, elles vont s'enfermer dans une croyance qui fait que elles n'ont plus envie d'aller, elles se découragent, elles n'ont plus envie d'aller plus loin. Mmh. Et donc, cette,
cette envie de progresser qui est quand même face à un effort, hein, un effort, l'effort, c'est de la souffrance, hein. Mmh. Donc, face à cette souffrance, il faut mettre en face un- une montagne de désirs pour surmonter ces souffrances. Le travail, c'est pas agréable globalement. Euh, bon, il y a des travaux pardon, qui sont agréables, mais globalement, ce sont des efforts. Mmh. Euh, donc, face à ces efforts, il faut une motivation vraiment solide et robuste. Mmh. Et Donc donc, il y a selon ce toi, travail sur soi, ouais. effectivement. Donc là, le delta entre ça pour toi, donc c'est le travail sur nos valeurs qui permet de mettre en lumière notre motivation, nos désirs, d'intégrer aussi l'ingrédient plaisir là-dedans. Est-ce que tu vois Mm. d'autres choses? Alors, Heu, disons que les gens qui performent, souvent, ils ne se posent pas ces questions parce qu'ils ont spontanément ouais. cette envie, hein. Donc, eux, ils se disent, bah, quand je suis bah, voilà, un musicien, un sportif, un alpiniste, un navigateur, et quand ils sont dans leur activité, ils sont bien parce que c'est ce Mmh. qui leur plaît. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plus performants que les autres. Mais pour la masse des gens qui n'ont pas ce feu sacré, Ouais. ben là, c'est là que c'est intéressant de se dire bah, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Et Mmh. surtout, quand on a des difficultés, parce qu'à tout moment, on peut avoir des difficultés, on aura tous des difficultés, c'est au moment des difficultés qu'il faut se rappeler cette analyse et ces motivations profondes. Pourquoi? Parce que bah, quand tout va bien, on n'a pas besoin de se rappeler pourquoi on avance. Par contre, Mmh. c'est quand ça va mal, quand on est découragé, quand on a envie d'arrêter, c'est là où il est important de se rappeler pourquoi on est là ça va nous donner le coup de fouet pour passer cette période de découragement Mmh. ou Ce de fameux fatigue. pourquoi. Ouais. Voilà. C'est le sens, c'est la question du sens en fait. Mmh. Hyper intéressant Mm. et du coup, selon toi, d'après ton expérience, ton expertise, quelle pourrait être, par exemple, la première preuve qu'une personne, tu vois, elle est réellement en train de changer, avant peut-être même que l'entourage, tu vois, le perçoit ou le voit, tu vois? Comment on peut détecter, percevoir, sentir, ressentir que qu'il y a quelque Alors chose qui est en là, train de bouger? voilà. Alors là, jusqu'à présent, on était dans le pourquoi, hein, la motivation. Là, maintenant, on est dans le comment. Comment on fait? Parce qu'une fois qu'on a la motivation, ça suffit pas. Après, il faut le comment. Mmh. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens pensent que si on a le pourquoi, ça suffit. Bon, c'était Mark Twain qui nous disait si on a le pourquoi, on peut affronter n'importe quel comment. C'est vrai, mais enfin, il faut aussi quand même, il faut quand même pouvoir euh, organiser comment on change. Mmh. Et donc, une des règles que nous disent toutes les études en psychologie, mais également aussi un petit peu les neurosciences sur la motivation, bah, c'est que on progresse par répétition et on progresse par petites étapes. Mmh. Plus les étapes sont petites, plus elles sont faciles, et plus on a des victoires faciles, et plus c'est motivant. Mmh. Par contre, si on a une grande marche avec un super objectif grandiose et que bah, au début c'est dur, là c'est vraiment très difficile de se motiver. Donc chaque fois que l'on peut, c'est de diviser, de fragmenter la tâche en petites étapes et de répéter. Et il y a un énorme parallèle entre l'activité physique et l'activité mentale. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas commencer à courir un marathon sans entraînement et commencer par 40 km. Ouais. Et par contre, on sait aussi, les sportifs savent très bien qu'il vaut mieux faire des petits entraînements, 2 ou 3 entraînements par semaine, plutôt un énorme entraînement de plusieurs heures le week-end. Ça marche mieux. Mmh. Et au niveau cognitif, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un petit entraînement cognitif de quelques minutes tous les jours, plutôt un entraînement poussé un jour par semaine, par exemple, si on veut progresser dans un domaine quel qu'il soit, hein, Mmh. que ce soit la mémoire, que ce soit la compréhension, que ce soit l'apprentissage d'une langue, que ce soit l'apprentissage d'un soft skill, d'une capacité humaine. Mmh. Si on se reproche, par exemple, d'être d'être pas assez attentif ou
de se décourager trop facilement ou de pas d'avoir des difficultés relationnelles avec les autres, enfin, peu importe le sujet. Mhm. Il vaut mieux faire des petits exercices tous les jours plutôt que de temps en temps, une fois tous les 15 jours, faire un gros travail ponctuel. Ça, Mhm. voilà, ce serait mon premier conseil pour tous les gens qui veulent changer Mhm. quelque Super. chose. Donc la répétition, la fameuse, Répétition et des objectifs faciles. ouais, la fameuse stratégie des petits pas. Ça me Exactement. rappelle à l'époque quand je préparais mon bac, j'étais très stressé et mon père m'avait sorti cette fameuse phrase, Steve, tu sais comment on mange un éléphant? Je disais, ben non, par petits morceaux. Donc Voilà. à l'époque, je l'avais pas bien intégré dans ce sens-là, mais on revient à ça, c'est cette fameuse stratégie des petits pas, rendre quelque chose de grand, de conséquent, euh, digérable par Voilà, petites étapes, par tout à petits fait, morceaux. tout à fait. Et Et non seulement, bon, c'est plus facile, mais c'est plus gratifiant parce que manger un petit morceau, bah, ça fait plaisir, alors que qu'avaler un, un steak de 100 kilos d'éléphant, ça fait pas plaisir. non, c'est pas bon pour la digestion. Voilà. Et selon toi, est-ce qu'il existe un âge où il devient réellement beaucoup plus difficile de changer, ou pour toi, c'est davantage une croyance, un mythe qu'une réalité, cette partie-là? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'avec l'âge, il y a certaines capacités qui vont diminuer. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui s'améliorent. Mhm. Par exemple, la vitesse de réaction va diminuer. La mémoire de travail va diminuer avec l'âge. Euh, bon, moi qui ai un certain âge, en tout cas plus important que le tien, je sais qu'il m'arrive, et tous les gens de mon âge ont des problèmes pour retenir les noms propres, pour se rappeler, enfin c'est pas retenir, parce on les a en mémoire, mais on ne les retrouve pas. Et Mhm. donc voilà, il y a des noms qui nous manquent, comme ça. Des noms de personnes qu'on n'a pas vues depuis un an, et puis on ne se rappelle plus leur nom. Ça, c'est un grand classique. C'est pas de l'Alzheimer, c'est un déclin normal, enfin normal, il n'y a rien de normal, mais disons un déclin habituel Mhm. de l'âge. Par contre, il y a d'autres compétences qui s'améliorent. Les compétences sémantiques, les compétences de raisonnement vont s'améliorer. Et la clairvoyance, choisir les priorités, voilà, ce sont des choses qui s'améliorent avec l'âge. Donc on a l'un et l'autre. Et il y a une expérience que j'aime bien citer dans ce domaine, Ouais. c'est une étude qui s'intéressait à l'habileté dans le jonglage. On apprenait aux gens à jongler. Et l'étude étudiait cette capacité dans toutes les tranches d'âge. Ok. Eh bien, les seniors avaient les mêmes courbes de progression que l'ensemble des autres tranches d'âge. Peut-être excepté je ne sais plus, je crois que c'était les 25, 30 ans qui étaient un peu plus performants. Mais Mhm. globalement, ils avaient à peu près les mêmes performances que la plupart des autres tranches d'âge. Alors que le jonglage, c'est pas uniquement physique, ça demande de l'habileté, mais ça demande de la concentration, ça demande de la vitesse. Et donc, cette, euh, cette expérience nous montre que en travaillant l'entraînement, même des seniors peuvent apprendre des choses nouvelles qui, a priori, paraissent quand même assez compliquées. Super intéressant. Donc voilà, il y a quand même, et puis on a des tas d'études sur le déclin cognitif qui montrent que l'entraînement mental dans différents domaines va retarder le déclin cognitif. Et Hmm. notamment, on a une étude qui est assez spectaculaire qui travaillait sur le cerveau euh, de religieuses américaines dans une communauté. Et quand on a analysé leur cerveau post-mortem, puisqu'elles avaient décidé de léguer leur cerveau après leur mort, Mhm. on s'est aperçu que les personnes très âgées, hein, plus de 90 ans, qui avaient des très bonnes performances avant leur décès, avaient des lésions d'Alzheimer évoluées dans leur cerveau, comme les personnes qui avaient un vrai Alzheimer clinique, Mhm. mais elles n'avaient pas les signes cliniques de l'Alzheimer alors qu'elles avaient des lésions dans leur cerveau. En fait, leur activité mentale
variées et leur activité sociale avaient développé des réseaux de, de contournement des lésions. Ouais. Qui permettait de compenser De entre. compenser, oui, Oui. c'est ce qu'on appelle les réserves cognitives. Et Mhm. donc elles avaient compensé ce déclin cognitif euh, organique. Ouais, c'est fascinant, hein. Mm. Mhm. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Avant qu'on bascule dans notre deuxième thématique, est-ce que tu aurais une un conseil, une recommandation pour quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait être davantage dans ce growth mindset, tu vois, plutôt que ce fixed mindset dont on a parlé au Oui, tout début? alors là, on a parlé des capacités, voilà, on a des capacités, mais il y a aussi des freins psychologiques. Bon, il y a des freins organiques, ceux-là, on n'y peut rien, hein. À partir euh, de la fin de l'enfance, on va perdre un certain nombre de capacités de changement, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont, à mon avis, ce sont les capacités, les freins psychologiques. Le premier, c'est la force des habitudes. Les habitudes créent des autoroutes neuronales qui sont très difficiles à modifier. Et donc, que ce soit des habitudes physiques ou des habitudes mentales, cognitives, les habitudes vont nous entraver dans notre volonté de changer. C'est-à-dire qu'au début, on va essayer de changer, puis après, les habitudes vont reprendre le dessus. Par exemple, les gens qui essayent d'arrêter de fumer, c'est souvent, quand ils vont reprendre, c'est souvent par une baisse de vigilance. Par exemple, pendant une fête, hein, ils ont pris un peu d'alcool, il y a du monde, il y a l'ambiance, et ils vont s'autoriser à refumer. Donc c'est une baisse de vigilance, et on a tous à un moment donné des baisses de vigilance. Donc les habitudes il ne faut pas sous-estimer la La force puissance des des habitudes. habitudes, hein. Et donc pour ça, il faut instaurer des routines et puis toujours, c'est toujours pareil, la répétition, euh, la persévérance. Et puis il y a aussi, donc ça c'est le premier frein, c'est les habitudes. Le deuxième, c'est l'oubli. C'est-à-dire que si on n'utilise pas une fonction, si on n'utilise pas un comportement, ben, petit à petit, il y a ce qu'on appelle l'élagage neuronal, puisque la plasticité, c'est dans deux sens, c'est-à-dire d'une part de créer des connexions neuronales, mais c'est Mhm. aussi en même temps, tout ce qui n'est pas utilisé va être élagué, De hein. faire du tri. Mm. Voilà, donc si on n'utilise pas une certaine fonction, elle va avoir tendance à être moins performante et les connexions vont avoir tendance à s'élaguer. Et Mm. c'est ce qui crée l'oubli. Donc voilà, là aussi encore une preuve qu'il faut travailler régulièrement ce que l'on veut développer. Si on ne le fait pas pendant plusieurs semaines, ça va être un peu plus dur, Mhm. encore en parallèle avec l'activité physique. Mhm. Voilà, Ok, puisque ouais. l'activité physique, on sait bien que si on ne travaille pas pendant plusieurs mois, ben c'est un peu plus dur ensuite pour reprendre. Mhm. Et puis, il y a le coût du changement aussi. Voilà. Donc, les freins du changement, c'est la force des habitudes, l'oubli, et le coût du changement, puisque le changement nécessite une dépense d'énergie et une concentration. euh, et donc ça, c'est un coût, et le cerveau préfère économiser son énergie. Donc, il a tendance à retomber dans ses habitudes aussi. Donc tout ça fait que, et puis c'est de l'anxiété aussi, le changement c'est de l'anxiété, parce que c'est de l'incertitude, le cerveau n'aime pas l'incertitude, donc c'est aussi, voilà, c'est un coût cognitif. Voilà, Mm. donc ne pas sous-estimer les freins au changement. Mm. Ok. Super intéressant. Je pense que là, les personnes qui nous écoutent ont déjà plein de pistes aussi pour Voilà, pour continuer de creuser autour de à ces la fois des freins-là. pistes positives pour savoir comment changer, et puis des pistes aussi pour résister à tous ces freins qui sont inéluctables. Mm. Enfin, inéluctables dans le sens qu'ils arrivent tous. Après, on peut les contourner, mais disons qu'on va tous avoir ce genre Ouais. de contraintes. Ok, super. Ben, merci pour ce partage-là. Je te propose qu'on avance dans notre deuxième thématique Mhm. avec bah, une autre question que je trouve fascinante, c'est pourquoi des personnes prennent-elles des mauvaises décisions? Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que comprendre quelque chose, bah, en fait, ça ne suffit pas toujours à mieux agir. Tu vois, moi, je vois dans les personnes que j'accompagne, il y a des dirigeants extrêmement intelligents, il y a des entrepreneurs brillants, des managers très expérimentés, pardon, qui prennent malgré tout, tu vois, des décisions qu'ils peuvent regretter quelques semaines plus tard. Et je trouve que ça montre très bien en fait que la qualité d'une décision, elle ne dépend pas uniquement
de ce qu'on peut appeler notre intelligence ou de notre expérience, seniorité. Alors peut-être la première question pour toi, c'est alors finalement, pourquoi des personnes qu'on juge, ou en tout cas qui sont jugées comme très compétentes, prennent-elles parfois ces mauvaises décisions? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs externes et des facteurs internes. Les facteurs externes, c'est que bah, on ne peut pas tout mettre en équation. Et même la personne la plus intelligente du monde ne peut pas avoir tous les paramètres, tout simplement parce qu'il y a des paramètres qui sont instables, Mmh. d'autres paramètres qui sont carrément inconnus, qu'on ne connaît pas au moment de la prise de décision et qui surviennent après. Voilà, il y a des milliers de paramètres et même, même les personnes les plus intelligentes ne peuvent pas prendre une décision rationnelle à partir d'éléments qui sont instables ou d'éléments qui sont trop complexes ou trop nombreux ou trop changeants. Voilà. Donc ça, c'est les paramètres externes. Donc l'intelligence ne suffit pas pour prendre une bonne décision. Puis il y a des Mmh. paramètres internes qui sont le fait que nous ne prenons pas des décisions par des raisonnements mathématiques, mais par des évaluations du poids de l'information. Ce n'est pas, c'est pas une suite d'informations qu'on va mettre en équation, c'est plutôt on va évaluer le poids d'une information par rapport à une autre. Et comment est-ce qu'on évalue le poids, c'est-à-dire l'importance d'une Mmh. information? Eh bien, ce sont les émotions qui permettent OK. d'évaluer ce qui est important. Les émotions, ce sont des évaluations des réseaux dans notre cerveau qui évaluent les informations pour, pour savoir ce qui est bon pour notre organisme ou ce qui est nocif pour notre organisme. Hein, donc c'est pour ça qu'on, dans le langage courant, on va dire il y a des bonnes émotions, des mauvaises émotions. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque toutes les émotions sont des bonnes informations, Mmh. même les plus désagréables. Donc nous, on va plutôt parler d'émotions désagréables ou agréables, mais toutes les émotions sont importantes. Et pour donner un exemple, quand on met un trader dans une IRM fonctionnelle et qu'on lui demande de faire des choix entre deux valeurs financières, donc il n'y a, y a rien de plus mathématique, hein, on n'est pas du tout dans l'affect là. Ouais. Eh bien, les zones des réseaux émotionnels s'activent. Et pourquoi elles s'activent? Parce que quand on fait un choix entre deux alternates, hein, entre deux options, eh bien, il y a une option qu'on va aimer plus que l'autre, tout simplement. Enfin, aimer au sens Mmh. large, hein, bien sûr, hein, Bien sûr, ouais. qu'on va évaluer plus positivement que l'autre parce que ça va être une source de gain plus importante. On estime que c'est une source de gain plus importante que l'autre. Donc les émotions sont partout, même dans nos décisions les plus mathématiques. Mmh. OK, bah, c Donc voilà pourquoi des personnes très intelligentes peuvent prendre des mauvaises décisions parce qu'à un moment donné, il y a des facteurs émotionnels qui veulent orienter dans un sens plutôt que dans l'autre. Ces facteurs émotionnels peuvent être adaptés dans certains cas, mais dans d'autres cas, quand on a des schémas mentaux euh, très saillants, ils peuvent au contraire focaliser notre vision ou déformer notre vision. mmh, altérer aussi notre jugement à ce Intérêt moment-là. de jugement, voilà. Et donc il y a Su tous les biais cognitifs, les travaux de Kahneman et Tversky, là, et tous leurs suiveurs, qui ont montré toutes les causes d'erreurs possibles. Enfin, toutes, non, pas toutes, mais disons des centaines de causes d'erreurs possibles. mmh. Je trouve ça fascinant. On creusera dans une thématique un petit peu après, précisément les émotions, parce que je pense Mm. qu'elles ont un rôle énorme et comme toi, je suis persuadé qu'on ne devrait pas lutter contre nos émotions, mais plutôt accueillir l'information. Alors dit comme Absolument. ça, c'est facile, mais en tout cas, il y a un vrai travail à faire Voilà. là-dessus. Si Si on on- revient sur la partie, de prise de décision, tu vois, selon toi, quels sont les principaux pièges que notre cerveau peut nous tendre, justement, lorsqu'il doit décider, prendre une décision? Voilà, alors là, il faudrait consacrer des heures, Ouais. parce que, bah, par exemple, le bouquin de Kahneman fait 700 pages sur Ouais, ouais. justement. Mais bon, simplement, bon, c'est un tableau très général. Euh, il y a le stress déjà. Si on est sous stress, bah, on va se focaliser sur certaines choses plutôt que sur d'autres. Euh, quand le cerveau est sous stress, il est un petit peu en mode survie, il va se focaliser sur la survie de l'organisme et pas sur des décisions complexes. Mmh. Donc, quelquefois, ça peut amener à des mauvaises décisions. Quelquefois, on a besoin de prendre des décisions rapidement, donc on n'a pas le temps d'analyser, de prendre du recul sur soi.
Il peut y avoir l'appât du gain aussi, qui fait qu'on va être attiré. Bon, là c'est nos émotions positives, hein. Mhm. On est attiré par un gain plus ou moins accessible et on va prendre des mauvaises décisions. Et puis il y a des, des biais, des biais positifs comme la sympathie. Si on a de la sympathie pour une personne, on va avoir un biais de halo, c'est-à-dire qu'on va le juger positivement et on va avoir tendance à lui faire confiance, peut-être plus qu'il ne faudrait. Mhm. Euh, c'est pour ça que la plupart des escrocs sont sympathiques Mhm. et sont des gens en général qui sont attachants. Et puis il y a toute la liste des biais cognitifs. Alors on ne peut pas les détailler, mais simplement les plus fréquents, ça va être le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on a tendance à évaluer les informations négatives plus importantes que Ouais. donner plus de poids aux informations négatives qu'aux informations positives. Il y a le biais de disponibilité en mémoire, c'est-à-dire Mhm. que certaines informations vont être plus ancrées dans notre mémoire parce qu'elles sont plus émotionnelles ou plus récentes, ou il y a des tas de... Voilà, donc certaines informations viennent à notre conscience beaucoup plus facilement que d'autres. Euh, il y a le biais de confirmation, Oui. c'est-à-dire que quand on a une croyance, eh bien, on va mieux retenir les informations vont dans le sens de nos croyances et on va moins bien retenir celles qui ne cadrent pas avec nos croyances. Donc on va conforter et faire Voilà, une boucle encore plus voilà, donc forte. on peut être conforté dans une opinion, même si au départ elle n'est pas adaptée à la situation. Mhm. Euh, euh, voilà, et puis le biais de halo aussi, voilà, quand on a une personne bon, qui nous semble digne de confiance, et donc là on va avoir tendance à lui faire trop confiance, etc. Enfin, il y a des tas de biais cognitifs, Mhm. voilà quelques-uns. Et il y a le biais aussi d'excès de confiance. On parlait du biais de négativité, c'est quand on voit les choses un peu trop négativement, mais le biais d'excès de confiance, c'est pas tout à fait l'inverse, mais disons que c'est un petit peu dans l'autre sens. Mhm. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de réussir, les cadres dirigeants, les chefs d'entreprise, ils ont plutôt tendance, puisqu'ils ont plutôt bien performé, ils ont plutôt tendance à surestimer leur capacité. Et justement, pour quelqu'un qui nous écoute, comment travailler ses propres biais? Quels sont les conseils qu'on pourrait leur donner pour avancer là-dessus? Parce qu'on voit Alors, bien que ça impacte à plusieurs niveaux, plusieurs hmm, échelles, notre prise de Alors, c'est décision. très difficile de le faire tout seul, hein. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un en miroir, qui nous pose les bonnes questions. Mhm. Mais quand on n'a pas ces personnes-là, tout le monde ne peut pas avoir un coach personnel. Quand on n'a pas ces personnes-là, la première qualité, ça va être ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la capacité à se voir penser, c'est-à-dire faire un pas de côté pour se voir penser et analyser son jugement. Mhm. Et donc se dire, bah, essayer d'être un peu critique avec son jugement, se dire bah, dans quel domaine ce jugement pourrait être euh, challengé, pourrait être critiqué, se faire l'avocat du diable, voilà, Mhm. prendre du recul par rapport à... Et comme on est tous différents et que nous avons tous des biais différents, le fait de croiser ces, euh, ces décisions, euh, ces pensées avec d'autres personnes permet de mettre en évidence des choses que l'on n'aurait pas vues tout seul, puisque les autres ont aussi des biais cognitifs, mais pas les mêmes que vous. Donc ils vont être plus performants pour vous critiquer vous que Mhm. eux-mêmes. Et vous-même, vous êtes plus performant pour critiquer les autres que vous-même. Mhm. Super intéressant. Et est-ce que selon toi, tu vois, notre cerveau, il préfère parfois une mauvaise décision plutôt que de rester dans une zone de flou ou d'incertitude? Ah oui, 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 ça ça a été très démontré par des tas d'expériences en psychologie sociale. C'est que l'incertitude est quelque chose qui est inacceptable pour le cerveau, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer ici, hein. C'est ce qu'on appelle le codage prédictif, hein, le cerveau prédictif, hein. Mhm.
on a besoin de raccrocher tout ce que l'on voit et tout ce que l'on comprend à ce que l'on a déjà en mémoire, à nos schémas mentaux que l'on a en mémoire. Donc, tout ce qui est incertitude ne permet pas De de raccrocher tout raccrocher ça. ça, de raccrocher la réalité à nos représentations mentales. Donc ça, c'est très gênant pour le cerveau. Donc il faut absolument trouver une représentation qui correspond, même si c'est pas très, c'est un peu lointain, même si c'est pas très juste. Voilà, on va toujours essayer de trouver une explication, et donc on va raccrocher tout ce que l'on perçoit à nos représentations, nos schémas mentaux, à nos croyances. Hmm. Et donc là, on peut prendre de mauvaises décisions à cause de cette tendance qu'a le cerveau. Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être plus connu dans le grand public parce que, effectivement, on a tous des représentations mentales et on a tous tendance à euh, plaquer tout ce qu'on perçoit sur ces représentations. Quelquefois, c'est pertinent, mais souvent, ça peut être aussi inadapté. Hmm. Et donc, ouais, nous desservir plutôt que nous servir. Voilà, exactement. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais indiquer à une personne, tu vois, qui décide. Je vais tourner la question autrement plutôt. C'est comment on pourrait décider avec davantage de lucidité lorsque tout est complexe pour nous, tu vois? Qu'est-ce qui peut nous aider là-dessus? Alors, là aussi, encore, il y a des facteurs internes et des facteurs externes, hein. Les facteurs externes, c'est qu'on ne peut pas maîtriser toutes les données. Ouais. Et donc, à partir du moment où on est dans une situation complexe et instable et incertaine, ben, il va forcément y avoir des éléments que l'on n'a pas prévus. Donc, il faut essayer de se préparer au maximum à tous les scénarios possibles. Plutôt que Mhm. d'essayer de faire une prédiction en disant c'est cette option qui va se passer, c'est de dire ben, je ne sais pas quelle est l'option qui va arriver en tête, mais je me prépare à toutes les possibilités. Mhm. Ça, c'est déjà un premier facteur pour limiter les causes d'erreur. C'est pas toujours possible, hein, parce que quelquefois on est obligé, dans l'urgence, on est obligé de prendre une décision. Par exemple, là, en ce moment, on a l'exemple des feux de forêt. Ben, voilà, si Ouais. on a un feu de forêt, on doit choisir entre deux chemins. Peut pas prendre, on peut pas évaluer toutes les, Oui, on n'a on pas peut le pas temps de choisir. benchmarker, ouais. Voilà, voilà, exactement. Voilà. Donc là, il faut prendre une décision. Mais dans la plupart des cas, on a le temps quand même d'évaluer toutes les options et de se préparer à différentes options. Mais dans l'urgence, voilà. Et que nous apprennent les corps d'élite, justement, les pompiers, le GIGN, les soldats, voilà, ou les grands sportifs, les guides de haute montagne, que nous apprennent-ils que, en fait, on s'entraîne avant à toutes les Mm. situations possibles, hein. Euh, le GIGN, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber, mais par contre, ils se sont entraînés avant à différentes options. Et donc, voilà, c'est la base dans une situation difficile, c'est de s'être entraîné avant aux différentes options possibles. Parce que s'il faut improviser sur le moment dans l'urgence, là, on a toutes les chances de se tromper. Mm. Ah, c'est marrant parce que j'ai regardé justement récemment un reportage sur Léon Marchand post-Jeux Olympiques et justement qui expliquait d'un point de vue de préparation qu'est-ce que ça engageait pour lui. Et qu'en fait, finalement, peu importe si c'est les Jeux Olympiques, les championnats du monde, le jour J, en fait, pour lui, il y a très peu d'inconnus finalement. Hmm. Ce qui compte, c'est toute la répétition, tout le travail qu'il a fait sur Voilà, les c'est un 10, énorme travail. 12, Ouais. 18 derniers mois, Voilà. avec des entraînements qui sont souvent très intenses et compliqués, beaucoup plus Hmm. compliqués qu'une compétition de nage qu'il va traverser durant une journée. Voilà, on a l'impression que c'est un peu mécanique et répétitif, mais deux compétitions ne sont jamais les mêmes. Mhm. Et encore, là, c'est un sport où les choses sont relativement cadrées. Mais sur des sports où il y a beaucoup d'incertitudes, euh, la voile, la montagne, par exemple, euh, là, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on Ouais. se prépare avant aussi de la même façon que Léon Marchand. Mhm. Super. Ça, c'est Et la partie externe. Et puis, il ouais. y a la partie interne aussi. On peut se préparer en situation complexe à accepter l'aléa,
bon, de toute façon, il y aura toujours des aléas, donc il faut se préparer à accepter l'aléa, parce que si on a un schéma trop oppressant, Rigide. trop carré, trop rigide, là, ça devient beaucoup plus difficile quand on a une, un imprévu qui arrive. Mhm. Et puis, accepter aussi l'erreur, accepter l'échec comme une étape plutôt que comme une fin. Qu'une fatalité. Voilà. Super. Pour terminer sur cette partie, est-ce que toi, tu aurais une question à nous partager sur une question que chacun pourrait se poser avant une décision importante, tu vois, qui pourrait être une question un peu repère, boussole. Oui. Je crois que quand on a une prise de décision stratégique, il faut une des questions les plus importantes, c'est qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Mhm. Parce que bah justement, l'incertitude fait qu'on ne sait pas si on va réussir dans notre objectif. Et au cas où je ne réussisse pas, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Cette question permet justement de pouvoir encaisser les difficultés avec moins de stress. Et donc, c'est les, c'est ce qu'on appelle agir en perte acceptable. Mhm. Voilà. Et donc, si l'entreprise dans laquelle je dois m'engager me fait risquer de perdre des choses que je n'accepte pas de perdre, bah, à ce moment-là, il ne faut pas y aller. Mhm. Si je monte une boîte, qu'est-ce que je suis prêt à perdre et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à perdre. Ouais. Et là, à partir de là, je vais savoir est-ce que je peux me lancer dans l'entreprise ou pas. À perdre, à sacrifier, ça me fait penser à un Sacrifier, exercice. voilà, oui, oui, oui. Ça me fait penser à un exercice que je fais souvent sous le forme d'un brainstorming avec une roue. On vient remplir les différents quarts de cette roue sur nos non négociables aussi. Ça me fait penser Oui, à ça oui, aussi, cette voilà. partie-là. Super. Merci pour cette belle question là que les personnes pourront prendre à emporter. Je te propose qu'on avance dans notre troisième thématique sur la charge mentale, le stress, Mhm. l'agilité mentale. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont moins l'impression d'être fatiguées physiquement que mentalement. Moi, tu vois, ça m'arrive souvent d'échanger avec des personnes, notamment dans le cadre de mes accompagnements, et qui me disent, tu vois, je n'arrive plus à réfléchir ou j'ai cette sensation de plus arriver à prioriser et que mon cerveau tourne en boucle. Je trouve qu'on parle beaucoup de stress, en ce moment, de charge mentale, de surcharge informationnelle aussi avec l'émergence, Mhm. drastique de l'IA dans nos quotidiens. Mais finalement, qu'on mélange un peu tout ça, peut-être est-ce qu'on peut commencer ensemble par remettre un peu d'ordre autour de stress, charge mentale, surcharge informationnelle pour que ça soit clair pour, les personnes qui nous écoutent? Oui, alors, bon, déjà, le pourquoi de cette impression de surcharge mentale qui est universelle actuellement, bah, c'est tout simplement le numérique. C'est bien avant l'IA, c'est déjà le numérique. Avant l'ère du numérique, on passait un coup de téléphone, on passait qu'un seul à la fois. Ouais. Avec le numérique, on peut recevoir 300 mails par jour, et ces mails vont générer d'autres mails qui vont se multiplier de façon exponentielle. Donc le numérique a multiplié de façon exponentielle la circulation des informations, donc les informations à gérer. Quand on est un professionnel, on n'a pas le choix, on a des informations à gérer, bon, et ça c'est très lourd. Donc ça c'est un phénomène général. Là-dessus sont rajoutés les écrans et les réseaux sociaux qui prennent du temps aussi, notamment chez les jeunes, et qui prennent de la bande passante. Ouais. Et puis là-dessus, il y a depuis 3-4 ans, la généralisation des LLM, hein, Mmh. des IA génératives, OK. qui font que aussi, là, on va décharger un certain nombre de tâches à l'IA, mais par contre, ça en crée des nouvelles aussi. Ouais. Donc on a une montée en puissance de cette charge. Alors après, quel stress et charge mentale? Le stress, d'un point de vue physiologique, c'est l'adaptation de l'organisme à des situations changeantes extérieures. Mmh. Donc le stress va précéder la fatigue, c'est-à-dire le stress va générer un certain nombre d'adaptations du corps, et c'est quand ces adaptations deviennent dysfonctionnelles, quand elles commencent à être débordées, que l'on va sentir de la fatigue mentale.
Et là Mhm. encore, je vais encore faire le rapprochement avec la fatigue physique. Tout le monde, tout le monde sait qu'on ne peut pas avoir une activité physique ad vitam aeternam, qu'au bout d'un certain nombre de minutes ou d'heures, de capacité diminue. Et par contre, il est beaucoup moins connu, ou il est beaucoup moins perçu en tout cas. Les Ouais. gens le savent, mais ils ne le mettent pas en pratique. Qu'au niveau cognitif, c'est pareil. Après un certain nombre d'heures, on va avoir certaines capacités cognitives qui vont décliner. Mhm. Et là aussi, ça dépend de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, voilà, un chirurgien qui opère pendant plusieurs heures, un pilote de ligne qui est concentré pendant plusieurs heures, eux, ils sont entraînés. Un mathématicien qui travaille pendant des heures sur ses équations, il est entraîné. Voilà. Alors que, alors que on- quand on quand on n'a pas cet entraînement, on va avoir une baisse assez rapide de nos capacités cognitives. Et la différence, alors il y a quand même une différence avec l'activité physique, c'est que l'activité physique, quand on est fatigué, on le sait tout de suite. Ouais. Alors que l'activité mentale, eh ben, c'est beaucoup plus sournois, c'est-à-dire que nos baisses de capacité cognitive sont moins perceptibles. Ah, Euh, donc c'est plus insidieux comme voilà, mécanisme, exactement. moins. Alors, c'est vrai que quand on a sommeil, on sent on réfléchit un peu moins vite, mais par contre, avant d'arriver à ce stade de sommeil, on va avoir des pertes de capacité qui, elles, sont beaucoup plus insidieuses. Hmm. Et donc, c'est ça cette accumulation qui va provoquer cette fatigue mentale. Et cette fatigue mentale, sur le long terme, peut provoquer des pathologies. Hmm. Et comment on peut protéger, selon toi, se protéger et protéger cette fatigue mentale? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui est dans notre zone, tu vois, de contrôle Alors, à nous là-dessus? il y a des choses sur lesquelles on peut agir, d'autres qui sont plus difficiles, hein. On ne peut pas empêcher de recevoir 400 mails par jour, pour certains, pas pour tous, mais, ou d'avoir des tas de sollicitations téléphoniques ou SMS ou tout ce que l'on veut. Par Mhm. contre, on peut déjà apprendre à prioriser. Ça, c'est vraiment la base, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire dans une journée, donc il va falloir faire des choix. Et souvent, on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à faire les choses faciles en premier, alors Mhm. qu'en fait, si on n'a pas le temps de tout faire, ben, il faut, certaines choses faciles mais moins importantes doivent être mises en dernier et à s'atteler aux choses les plus importantes qui sont souvent les plus difficiles et qu'on a tendance à mettre un petit peu plus tard parce on a envie de faire les choses faciles en premier. Mhm. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de savoir prioriser, de faire des choix. Et puis le deuxième, c'est de savoir faire des pauses. Une pause, c'est un investissement. C'est un Ouais. investissement sur son travail, c'est pas une perte de temps, c'est Mhm. l'inverse. C'est-à-dire que quand, au bout de, alors c'est variable selon les individus, selon les tâches, mais en général, quand on a une tâche très exigeante qui nécessite beaucoup de concentration et d'attention, euh, au bout d'une demi-heure ou d'une heure, faut faire une pause de quelques minutes pour pouvoir mieux repartir par la suite. Euh, En général, les gens qui travaillent sur des tâches complexes, les, les programmeurs, les développeurs, par exemple, en informatique, le savent, hein, ils se prennent des Mhm. petits temps de repos pour mieux rebondir après. Le sommeil aussi, bien sûr, ça c'est fondamental, hein. Mhm. Toutes les recherches le montrent. Si on n'a pas un sommeil suffisant, on est moins performant. On va Mhm. moins mémoriser, euh, on va être capable de moins se concentrer et de moins bien résister aux, aux impulsions. Ok. Donc on est davantage à fleur de peau, donc. Voilà, puis on Ah. va vite vers ce qui nous fait le plus plaisir et les envies que l'on va percevoir et on va moins bien résister pour garder le cap vers un objectif. Mhm. Et, et est-ce que l'agilité mentale, ça s'entraîne? Et j'imagine que oui. Est-ce que tu as des petites pistes à nous donner sur ça? Alors, oui, oui, ça s'entraîne comme toute compétence cognitive. Euh, le- alors, bien sûr, il y a des différences, hein. Il y a des différences. Il y a des gens qui sont spontanément plus agiles, d'autres qui vont avoir du mal à changer leurs opinions, hein. Mhm. Lorsque la situation change, quelquefois, il faut changer d'opinion. Euh,
croyance de départ n'est plus adaptée, il faut savoir en changer. Et ça, certaines personnes ont beaucoup de mal avec ça, d'autres sont plus à l'aise. Le conseil qu'on pourrait dire, c'est bon, d'abord de développer sa capacité de métacognition, dans ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être capable de s'observer, penser, de voir Mhm. nos pensées de l'extérieur et de les critiquer. Euh, S'entraîner aux difficultés, comme on a dit aussi pour par exemple les corps d'élite s'entraînent à toutes les options possibles. Là aussi, on peut s'entraîner à différentes possibilités. Et puis apprendre à se détacher de ses croyances Mhm. lorsqu'elles sont plus adaptées. Ça aussi, c'est très difficile, hein, puisque Ouais. par définition, si on a une C'est bien croyance, c'est que ancré. Mhm. si on a une croyance, c'est qu'on pense que c'est la pensée la plus adaptée. Donc c'est très difficile d'aller contre ça. Mais les circonstances changent souvent et souvent et puis ou alors si on répète une erreur, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc là, les coachs sont là pour pointer cette difficulté, mais quand on n'a pas de coach, eh ben, il faut être capable de soi-même, et ça, c'est pas facile, de voir que si on répète toujours les mêmes, on retombe dans les mêmes erreurs, c'est qu'il y a un problème de croyance à la base qui fait on va aller dans ce genre de difficultés. Mhm. Et bon, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur qui nous guide, parce que c'est très difficile de sortir de ses propres croyances. Mais on peut, avec un peu de métacognition, d'analyse, certaines personnes peuvent arriver à être un peu plus agiles qu'elles ne l'étaient au départ. Ouais. On en revient à nos croyances, c'est quand même un sacré travail aussi. Voilà, c'est toujours cette histoire de cerveau prédictif, c'est-à-dire que on a besoin d'avoir un modèle cadre, mental, un cadre de référence. Ouais. voilà, un cadre, et ce cadre, bah, c'est très difficile d'en sortir. Et alors, si ça tout va bien, on n'a pas besoin d'en sortir, hein, bien entendu. Il n'est pas question de dire aux gens qu'ils doivent changer en permanence. Mais Mhm. s'il y a une difficulté, par exemple la charge mentale, on n'arrive pas à choisir on n'arrive pas à faire des priorités, et on se retrouve à la fin de la journée avec euh, la moitié des choses qui ont été faites et d'autres qui n'ont pas été faites. Ben là, si ça se répète, ben, on peut essayer de se dire ben, comment je peux sortir de mes schémas qui font que je... Voilà. Je me retrouve toujours là-dedans. Sachant que Ouais. la solution n'est pas simple, hein, puisque à partir du moment où il faut supprimer des tâches, ça va toujours être douloureux. Bien sûr. Ouais. Et selon toi, quelle est l'habitude qu'on pourrait qualifier moderne qui maltraite peut-être le plus notre cerveau sans qu'on en ait conscience, tu vois? Euh, je crois que c'est la peur le FOMO, la peur de Ouais. manquer quelque Ouais. chose, hein, c'est-à-dire que on va chercher à traiter toutes les informations qui nous arrivent. Et Mhm. comme le numérique fait qu'on a plus d'informations qui nous arrivent qu'on ne peut traiter, euh, la croissance exponentielle, par contre, notre attention dans notre cerveau, lui, ne peut traiter qu'une chose à la fois, hein, de Mhm. façon cognitive. Ouais. Donc on peut avoir des automatismes, on peut conduire et parler en même temps, mais par contre, si on veut se concentrer sur une tâche cognitive, on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Et donc vouloir tout traiter, ça c'est vraiment le mal moderne, euh, donc qui est à l'origine du manque de sommeil, qui est à l'origine du manque d'attention, qui est à l'origine de stress, de vouloir traiter de plusieurs choses. Et comme on va faire certaines choses mal, on va avoir des problèmes relationnels avec d'autres personnes, etc. Mhm. Donc je crois que c'est cette envie de vouloir tout traiter qui est le... Et Mhm. puis décider de quoi éliminer, ce qui est très difficile, hein, dans certains cas. Ouais, donc finalement, le multitasking Voilà, comme oui, danger. Ouais. voilà. Moi, je pense que c'est le premier facteur, et c'est pas le seul, mais c'est le premier facteur de stress actuel. Mhm. Super, moi, je te remercie pour ce partage. Je te propose qu'on navigue un petit peu plus loin sur le rôle central des émotions comme notre GPS. Alors, on en a déjà parlé. Moi, c'est un sujet qui me fascine particulièrement. Je pense que tu peux le penser dans mon métier de Mhm. coach, les émotions. Moi, j'ai beaucoup de personnes parfois qui arrivent en séance avec un objectif parfois implicite qui est de ne plus ressentir certaines émotions. Tu vois, comme Mhm. si la peur, la colère, la tristesse ou même le doute étaient des dysfonctionnements qu'ils voulaient faire
disparaître le plus rapidement possible ou ne plus vivre. Et moi, de mon expérience et de ce que j'observe, c'est que précisément, c'est lorsqu'on commence à écouter une émotion plutôt qu'à lutter contre elle, la renier en bloc, qu'il y a quelque chose qui est disponible pour se transformer, tu vois? Oui. Moi, j'aimerais comprendre un peu ton point de vue de là-dessus, ce que Mhm. disent les recherches, les neurosciences à ce sujet-là. Oui, donc en fait, ce que l'on sait depuis quelques décennies, enfin d'une façon relativement récente, c'est que les émotions sont des informations des informations de survie hein, des organismes pour sélectionner ce qui est bon pour notre organisme ou éviter ce qui est nocif à notre organisme. Donc, il ne faut pas voir les émotions comme des obstacles à la raison. Hein, c'est le schéma classique. D'un côté, il y a la raison, et de l'autre, il y a les émotions qui nous aveuglent. En fait, les émotions, elles peuvent aussi bien nous informer ou nous sauver que nous aveugler. En fait, ce qui nous aveugle, c'est l'excès d'émotions Mmh. qui peuvent nous faire prendre de mauvaises décisions. Mais l'émotion, à la base, au contraire, elle est bénéfique. C'est un allié, ouais. C'est un allié, c'est un signal que nous envoie notre corps pour nous aider à mieux décider pour notre bien. Mmh. Ça, c'est la base de départ. Mais en fait, elles peuvent aussi, lorsqu'elles sont trop intenses, déborder et altérer notre jugement. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il y a des émotions qui sont désagréables. Donc c'est ce qui explique que les gens veulent se protéger de et se couper de leurs émotions parce que ressentir de la peur, ressentir de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, du découragement, ça n'a rien d'agréable. Et donc les Mmh. gens veulent supprimer ça. Alors qu'en fait, ce ne sont que des signaux. Mmh. Et donc, à partir du moment où on sait que ce sont des signaux, eh bien, la première chose à faire, et ce sont des signaux qu'on ne peut pas supprimer spontanément par la volonté. Mmh. Ça ne marche pas. On n'a jamais vu quelqu'un supprimer sa tristesse simplement parce qu'il a décidé qu'il voulait plus être triste Mmh. ou de supprimer sa colère parce qu'il a décidé qu'il ne voulait pas se mettre en colère. Ça ne marche pas. Donc, ou la peur, c'est le même système. Donc, la seule façon d'aborder les émotions, la première étape, c'est de l'accepter. L'accepter en tant que signal. Et à partir du moment où on l'accepte, on va déjà faire diminuer la tension, puisque si on l'accepte, déjà, ça libère nos capacités cérébrales vers d'autres activités. Alors que tant qu'on ne l'accepte pas, tant qu'on est en lutte, eh bien là, ça va être beaucoup plus difficile de gérer son émotion. C'est même l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que si je veux supprimer ma peur, ben, je vais penser à ce qui me fait peur et au contraire, je vais l'augmenter. Ouais. Je vais Donc, l'alimenter, ouais. voilà, c'est un cercle vicieux. Hein. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Je rumine, tu rumines, et on montre un petit peu tous ces mécanismes. Et donc, c'est vraiment c'est contre-productif. Donc premier stade, ça va être d'accepter son émotion comme un signal organique. Hein. Quand on a de la faim, notre organisme nous signale qu'il manque d'énergie. Quand on a soif, notre organisme nous signale qu'il manque d'eau. Eh bien, lorsqu'on a une émotion, c'est notre organisme nous signale qu'il y a un besoin à combler. Donc une information, et à partir du moment où on l'accepte, on va pouvoir déjà faire baisser la tension et se consacrer à des stratégies plus efficaces que de vouloir supprimer l'émotion. Donc en fait, ce qu'elles nous apprennent les émotions sur nous, c'est qu'il y a un besoin à combler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elles nous apprennent, où on reste vraiment. Après, chaque émotion va nous apprendre quelque chose de différent. Hein. La Ouais, bien sûr. tristesse, c'est il nous manque une personne ou il nous manque une chose qu'on a Ouais. perdue. La peur, c'est que voilà, il y a un danger à gérer. L'anxiété, c'est un danger à venir, mais quelquefois réel, quelquefois imaginaire. Fictif, Hein. ouais, ouais. Voilà. La colère, c'est qu'il y a
qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées, mais ces règles, ce sont nos règles à nous, l'autre n'a peut-être pas les mêmes règles que nous, Hmm. etc. La culpabilité, c'est qu'on n'a pas fait quelque chose au moment donné. Voilà. Et donc, le ressentiment, c'est qu'on pense qu'une personne nous a fait du mal, etc. Donc, chaque émotion va nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre nos émotions, comprendre quel est le message qu'elles nous envoient, de façon sans jugement, hein, Hmm. c'est-à-dire de façon comment euh, Ouais, avec neutre. recul, avec du Ouais. recul, voilà, Hmm. recul et sans jugement, essayer d'analyser quelle est l'information que c'est l'émotion que je ressens, d'abord la nommer, hein, déjà, Ouais. être capable de la nommer, faire la différence entre du ressentiment et de la colère, par exemple, euh, ou entre la colère et la peur, est-ce qu'il y a un peu des deux, ou tout l'un ou tout l'autre, voilà. Euh, donc être capable de la nommer, être capable de l'accepter, et puis après être capable de trouver une stratégie pour pouvoir éviter les débordements d'un côté et trouver les bonnes solutions de l'autre. Hmm. Donc c'est bien, ça répond. Je vais te poser la question, comment développer, tu vois, une meilleure relation avec ses émotions? Donc pour toi, c'est vraiment Mhm. ces étapes-là de Voilà, déjà, première étape, d'accepter. voilà, première étape, acceptation, compréhension, déjà, acceptation, alors identification d'abord, ensuite compréhension, ensuite acceptation, et ensuite régulation. Régulation, il y a des tas de techniques qui font intervenir le corps, la respiration, l'activité physique, la relaxation, la pleine conscience, la métacognition. Pardon, la métacognition, c'est pas le corps, c'est plutôt le mental. Mhm. Et le travail mental, c'est-à-dire justement l'acceptation, le recul sur soi, la réévaluation des choses sous un autre angle, le travail sur ses forces et talents, etc. Voilà. Il y a des tas Hmm. de techniques pour réguler ses émotions, soit à partir de son corps, soit à partir de la représentation mentale. Ouais. Et j'imagine c'est d'autant plus puissant lorsqu'on travaille les deux, le corps plus le Ah oui, mental. oui, oui, oui. Après, chaque situation étant différente, il y a une situation d'urgence, ça va être le corps d'abord. On n'a pas le temps de penser, hein, Ouais. donc ça va être, la première chose, c'est de prendre une grande respiration. Mhm. Ça, c'est vraiment Imagine, le première chose à faire quand on sent qu'il y a quelque chose qui déborde, c'est de prendre une grande respiration et d'attendre un peu avant de se mettre à penser. Mais bon, ça, ouais, c'est. pour réguler. Hmm. Voilà. Selon toi, si nos émotions, alors c'est un scénario fictif, hein, mais si nos émotions disparaissaient entièrement pendant une journée, tu vois, est-ce que nous prendrions de meilleures décisions ou de moins bonnes selon toi? Et je pense qu'on ne serait pas capable de décider, puisque c'est Ok. les émotions qui nous aident à faire le tri entre ce qui est important ou pas. Ouais. Donc on pourrait pas, on pourrait, on peut décider d'une façon mécanique, hein, robotique, mais c'est pas adapté à notre situation personnelle. Donc ça, c'est vraiment notre GPS, notre boussole personnelle de prise de décision, Absolument, finalement. oui, oui, c'est fondamental. Donc ça nous aide dans la majorité des cas et de temps en temps, ça peut au contraire nous égarer puisque justement les émotions peuvent nous faire peuvent modifier la vision de la réalité. Mhm. Et alors, pour répondre à ta question, actuellement, on a un outil qui sert à prendre des décisions sans émotion. Ce sont les IA génératives. Elles n'ont pas Oui. d'émotion. Euh, Elles sont purement statistiques, hein. Donc, elles nous donnent le chemin à suivre sur un plan général statistique. Mais alors, ça n'est pas du tout adapté au passé de chacun. Puisque Mhm. ça, on ne peut pas on peut pas l'uploader. Ouais. On peut donner à l'IA un certain nombre d'informations sur nous-mêmes, sur notre trajet, notre profession, nos compétences, etc., ce qu'on a produit déjà, mais elle n'a pas notre passé, donc ni nos ressentis, puisque ça, on va pas, c'est très difficile de Mhm. le mettre par écrit ou par oral, de le formuler. Donc là, on a vraiment l'exemple de prise de décision
complètement statistiques, qu'on pourrait dire plus ou moins rationnelles, Mhm. mais qui ne sont pas forcément adaptées. Voilà. C'est pour ça que le coaching par les IA génératifs, bon, disons, pour les grandes lignes, les grands, les grands schémas généraux, ça peut être utile pour les gens qui n'ont pas ces connaissances, mais par contre, pour adapter à une personne, Ouais. c'est pas encore ça. Hein. Et tant mieux d'ailleurs. Mm. Ah oui, oui, Est-ce- il y a encore de. Bon, ça viendra peut-être, hein, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mhm. Et est-ce que selon toi, il existe une émotion qui nous ment plus souvent que les autres ou qui peut avoir plus tendance à nous biaiser, Alors, altérer notre jugement qu'une autre ou pas forcément? alors ça, je pense que c'est éminemment variable d'une personne à l'autre. Hein. Il y a des personnes anxieuses, donc là, ça va être la peur. Ouais. Il y a d'autres personnes qui au contraire, ont un caractère plutôt dominant, et eux, ça va être plutôt la colère. Il y a des personnes qui vivent dans la culpabilité. Voilà, ça dépend du vécu de chacun, Mhm. et c'est difficile de généraliser. Euh, on est tous, on est tous exposés aux émotions de base, hein, les peurs, colère, tristesse, surprise, joie. Voilà, c'était le schéma d'Ekman, là, qui est un petit peu passé maintenant, mais disons que ce sont les émotions les plus basiques. Maintenant, Mhm. on est passé à une vision un peu plus complexe des émotions, qui sont en fonction de l'environnement, et qui sont adaptés à chaque individu. Euh, mais bon, il y a quand même, pour simplifier, il y a quand même ces émotions de base. Mhm. Ok. Je te propose qu'on avance sur notre prochaine thématique, pardon, sur la motivation durable et qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a réellement, tu vois, derrière tout ça. Mhm. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la motivation, tu vois, comme si c'était une caractéristique de la personne. Ce que je remarque, par contre, tu vois, dans mes accompagnements, c'est que souvent les gens, ils ne manquent pas en fait réellement de motivation. Ils manquent surtout peut-être cette capacité à muscler la résistance aux difficultés, parfois à la fatigue ou à la gestion du temps. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir ton regard sur pourquoi la motivation disparaît-elle si vite parfois. Mhm. Alors, ben, c'est toujours un équilibre entre, d'une part, des forces motrices, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les motivations profondes en fonction de nos valeurs et nos désirs, et puis l'évaluation de l'effort en face, hein, de l'effort à fournir, qui lui va être plutôt le pendant négatif, c'est-à-dire que si l'effort à fournir est trop important par rapport à la motivation, eh bien là, on va s'arrêter dans notre action. Hein. Alors que si la motivation est beaucoup plus importante que l'effort, là, on va aller de l'avant. C'est ce qui explique que des gens soient capables de faire des exploits, des alpinistes, des marathoniens, l'ultra trail. L'effort il est gigantesque, mais la motivation est encore plus forte. Mhm. Et à l'inverse, on peut avoir un truc très banal qui demande très peu d'efforts, comme par exemple ranger son bureau, faire son lit, mais on ne le fait pas simplement parce que la motivation n'est pas très importante en face. Donc finalement, on va repousser le truc, on va procrastiner. Donc c'est toujours cet équilibre entre les deux qui va faire que on va poursuivre ou pas. Mhm. D'où l'importance de connaître un peu ses motivations pour pouvoir poursuivre. Ok, donc il y a cette idée de nos valeurs, nos désirs, la dose, en tout cas, ou d'effort que cela nécessite. Est-ce que tu vois d'autres choses Ah si on oui, veut oui, oui. imaginer Ça c'est le point de départ, mais il y a aussi l'usure, la fatigue mentale, et puis il y a un autre élément. Alors, bien sûr, la fatigue, tout ça, tout le monde connaît. Il y a un élément qui n'est pas connu du grand public, c'est ce qu'on appelle l'habituation. Il est très bien Ok. connu des psychologues, mais il n'est pas connu du grand public. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. C'est que même quand on obtient ce que l'on veut, eh bien, au bout d'un certain temps, on n'a plus le plaisir en face.
C'est-à-dire si vous avez toujours la même satisfaction, eh bien le plaisir va s'atténuer. Ok. Si vous offrez une belle voiture et que c'est votre rêve, les premières semaines, vous êtes super content. Les premiers mois, vous êtes un peu content, puis après, ça devient, c'est entré dans le. Et donc, ça, c'est l'habituation hédonique. Et cette habituation hédonique, elle est sous-tendue en neurosciences par ce qu'on appelle l'habituation neuronale. Et l'habituation neuronale, c'est quoi? C'est qu'un neurone qui est stimulé toujours de la même façon ne transmet plus l'information. Donc il arrête Pour de produire Voilà. Bah, son travail en fait. voilà, tout simplement parce que quelque chose qui est stable n'est plus important. Ce qui compte, c'est ce qui arrive qui n'est pas stable. C'est-à-dire que dans la vie sauvage, si vous voyez une forêt, si les arbres sont stables, ça n'est pas important. Par contre, si vous voyez un prédateur qui bouge, ça devient important pour la survie. Donc tout ce qui est nouveau et tout ce qui bouge va être traité en premier avant ce qui est stable. Et dans les circuits, dans les réseaux de la récompense, ce qui nous motive, qui sont à l'origine de notre motivation, eh bien tout ce qui est stable est moins traité. Donc même quelque chose de bien, par exemple un bon salaire, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, vous ne le voyez plus. Vous ne voyez plus que le fait qu'il ne bouge pas, par exemple, que vous n'avez pas été augmenté. Donc en fait, c'est la dérivée. C'est pas ce qui compte, c'est Mhm. pas le niveau, c'est pas la valeur, c'est le changement. Et ça, c'est ce qui alimente notre réseau de la récompense. Donc, il faut trouver toujours quelque chose de nouveau qui alimente ce réseau de la récompense. Si on a quelque chose de bien mais de stable, eh ben, ça ne va pas être suffisant. Si vous passez une semaine sur une plage à boire des mojitos ou des spritz, c'est super. Mais si vous passez 3 mois à faire ça, bah, là, vous êtes plus du tout Ouais. satisfait, hein. Au contraire, ça vous ennuie. Mhm. Même la situation la plus agréable rêvée devient ennuyeuse au bout d'un certain temps. Donc pour ça, il faut trouver des nouvelles motivations tous les jours. Et c'est pour ça que les motivations intrinsèques sont importantes, parce que celles-là, on peut les renouveler tous les jours. On peut renouveler sa capacité à apprendre des choses nouvelles, on peut renouveler sa capacité à tisser des relations riches avec les gens. On peut tous les jours, on peut créer quelque chose de nouveau. Un artisan peut créer des choses tous les jours. On peut créer des nouveaux objectifs dans son métier. Voilà, ça sont des motivations intrinsèques. Et celles-là, on peut les renouveler tous les jours. Alors que augmenter son salaire, manger plus, avoir plus de satisfaction matérielle, à un moment donné, ça va toujours plafonner. Mhm. Et comment toi tu t'y prends, par exemple personnellement, tu as écrit déjà beaucoup de bouquins, mais pour alimenter, tu vois, ce réseau de la récompense et alimenter tes motivations intrinsèques, comment tu fais toi de ton côté? Justement, alors moi, j'ai la chance de pouvoir exercer un métier qui m'intéresse. Et donc, tous les jours, je vais apprendre des choses nouvelles. Tous Mhm. les jours, je vais avoir des relations avec des personnes. On a des échanges riches, intéressants. Et tous les jours, je vais créer soit des articles, euh, soit un nouveau chapitre pour un bouquin, je vais mettre en ordre mes idées euh, dans mes données, etc. Donc, je vais toujours créer quelque chose et ça, voilà. Par contre, le danger, c'est que effectivement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de vouloir faire trop de choses à la fois que Et de à la fin, saturer. Ouais. voilà, et je vais être saturé et mes proches vont me reprocher, par exemple, d'être trop sur mes activités professionnelles, par exemple. Mhm. Donc toi, ta motivation intrinsèque que tu nourris, c'est la création. Oui, le savoir, la création, la relation aussi, les échanges, Transmission, ok. la transmission, oui, tout à fait. Super intéressant, ouais. Merci pour ce partage. Et du coup, qu'est-ce qui différencie alors une motivation durable d'un simple, tu vois, enthousiasme euh, Mais justement, éphémère? c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que la motivation durable, elle va être euh, activable tous les jours. Ok. C'est toujours ce dont on parlait dès le début, d'ailleurs, c'est la répétition
et la persévérance. Et donc, la persévérance, c'est pas dans le sens où je me force, je, c'est pas enfin, c'est aussi une question de volonté, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de dénigrer la volonté, mais disons que ce qui est important, c'est qu'on est poussé à faire ces choses-là tous les jours. Donc, c'est de trouver son moteur. Hein, c'est ça la différence Mhm. entre quelqu'un qui va se décourager parce qu'il a pas trouvé le moteur, ou alors il est débordé par les contraintes et la fatigue, et et en face, il n'a pas une motivation qui est assez forte. Mhm. Donc je pense que c'est ça la différence entre les gens qui abandonnent et Mhm. ceux qui persistent, qui persévèrent. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager, d'après aussi tes recherches ou tes écrits, et ce que disent les neurosciences sur l'engagement? Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Alors, l'engagement, les neurosciences sont un peu plus, comment, euh, c'est pas les neurosciences, elles nous apprennent un petit peu justement le moteur, les réseaux de la récompense, les réseaux de l'aversion, tous les mécanismes. Par contre, c'est pas les neurosciences qui vont nous dire comment s'engager. Elles nous disent pourquoi on s'engage, qu'est-ce qui fait qu'un Ouais. engagement va être durable ou pas, ça oui. Mais par contre, pour ce qui est pour le comment, je pense que c'est plutôt les psychologies, psychologie sociale, psychologie cognitive qui nous apprennent beaucoup de choses. Mhm. Et sur l'engagement, bah, déjà les travaux sur le growth mindset, c'est déjà, je trouve que ça nous change la vie. Mhm. Les travaux de Kahneman sur les biais cognitifs aussi, et tous ces éléments. Et en fait, sur l'engagement, ça va être justement de gérer à la fois cette fatigue, ce stress d'un côté, et de l'autre, ce mouvement, ce côté positif par les motivations intrinsèques. Mhm. Qu'est-ce qui fait selon toi que si je suis très motivé et que j'abandonne quand même, tu vois? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans qui fait, Alors, malgré tout, je ressens cette extrême motivation, mais j'abandonne, versus quelqu'un qui va peut-être continuer alors qu'il a plus vraiment envie. bah, c'est toujours cet équilibre entre d'un côté les motivations qui nous poussent et Ouais. de l'autre les contraintes et les fatigues. Donc on peut avoir aussi, mettons que par exemple on ait une défaillance physique, hein, si on a une pathologie, bah, là les contraintes vont être plus fortes que la motivation. Donc on peut avoir aussi des contraintes extérieures qui font que des changements extérieurs qui vont faire qu'on ne peut pas poursuivre dans notre but. Donc là, ça va être l'agilité justement de pouvoir changer de but si ça devient carrément impossible. Donc il y a des contraintes externes. Euh, euh, mais les motivations intrinsèques montrent que la persévérance, l'effort et l'entraînement cognitif vont pouvoir repousser cette limite des contraintes externes dans certaines limites, puisque effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas repousser aussi, hein, on peut pas. Hmm. Mais, dans le cas de ce qui est possible, on va pouvoir repousser cette fatigue, ces contraintes et ces sources de découragement. Mhm. Alors peut-être que ça va être trop vulgarisé, tu vas me dire, mais si tu devais, toi, construire un cerveau impossible à décourager, ça serait quoi les trois ingrédients indispensables? Alors moi, j'ai une mantra euh, qui est aimer, apprendre et agir. Les trois A. Aimer Ok. le cœur, apprendre le cerveau, agir le corps. Et tous les jours, on peut apprendre à aimer plus, on peut apprendre à agir plus et à apprendre plus. On peut apprendre à apprendre.
Hmm. Et donc, ce sont vraiment les ingrédients qui, moi, me guident tous les jours pour faire face aux difficultés, aux challenges. Alors, ça vient pas de nulle part, ça vient d'un d'un cadre de travaux euh, de plus en plus important, qui est le cas de la théorie euh, de l'autonomie, de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui ont identifié les besoins psychologiques de base. Comme on a des besoins physiologiques de base, on a des besoins psychologiques et qu'ils les ont analysés en trois grands groupes, hein, le besoin d'appartenance, hein, donc Mhm. aimer, le besoin de compétence, donc apprendre, et le besoin d'autonomie, donc agir. Mhm. Et donc, voilà d'où vient ces motivations profondes qui, à mon avis, qui sont aussi importantes les unes que les autres, hein. Les trois domaines sont aussi importants, hein. Ouais, elles ont la même L'affect, pondération. Ouais. voilà, l'affect, le savoir et puis l'action. Mhm. Super intéressant. Je te propose qu'on prenne quand même quelques minutes pour aborder, tu vois, l'idée de coopérer à l'ère de l'IA. Mhm. Alors, je pense que c'est une surprise pour personne, mais on traverse une période d'un point de vue technologique qui est assez particulière où bah, l'IA Oui, progresse oui, à une vitesse de dingue et oui. beaucoup de personnes s'interrogent notamment sur les compétences qui vont disparaître, les jobs qui vont être Mhm. amenés à être chamboulés, aussi potentiellement disparaître. Toi qui observes depuis longtemps les mécanismes de notre cerveau, de nos interactions, sur quoi devrions-nous investir dès aujourd'hui, tu vois, selon toi? Oui, alors il y a un élément qui est introduit par l'IA qui fait que ça va nous décharger de façon cognitive. Avant, on avait des machines qui nous déchargeaient de façon physique, de l'effort physique. Là, on est déchargé de l'effort cognitif. Et c'est à la fois extrêmement moteur, extrêmement puissant, extrêmement enthousiasmant, puisque ça nous permet d'accéder à des tas de connaissances que l'on n'avait pas avant. Mais c'est aussi extraordinairement dangereux, c'est-à-dire que on a commencé l'entretien, la conversation par la notion de plasticité, on va la terminer par cette notion aussi, c'est-à-dire que si on n'utilise pas une fonction, elle s'atrophie, hein. C'est use it or lose it. Donc si on n'utilise pas notre capacité de mémoire, notre capacité d'analyse critique, notre capacité de raisonnement, si on le délègue à la machine, eh bien, ces capacités vont s'atrophier. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux puisque on risque de perdre ses capacités. Les premières études qui sortent actuellement montrent que effectivement, on a des pertes de performance quand on délègue à la machine et qu'ensuite on demande de reprendre la main. Et bien, on s'aperçoit que par rapport au groupe témoin, les gens qui ont utilisé l'IA sont moins performants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est vraiment à faire connaître, hein. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas jeter l'IA, mais ça veut dire qu'il faut apprendre à travailler, à faire travailler son cerveau par soi-même, c'est-à-dire réfléchir un peu, réfléchir avant de poser la question à l'IA, réfléchir par soi-même et comparer la réponse de l'IA à sa À réflexion sa propre plutôt que réponse. de demander tout de suite et d'appliquer tout de suite. Et ça, c'est avant. Pendant la réponse, exercer son esprit critique, c'est-à-dire est-ce que cette réponse, quelles sont les sources d'erreur de cette réponse, et il y en a. Et puis après aussi, c'est une fois qu'on a la réponse et qu'on l'a validée, c'est apprendre à la mémoriser. Parce que ce qu'on fait, souvent, on va utiliser l'information de l'IA et puis on passe à autre chose. Et là, l'information est perdue si on ne la Mhm. mémorise pas. Donc il y a à tous les niveaux, c'est-à-dire avant, pendant et après l'utilisation de l'IA, il faut faire travailler son cerveau. Ça, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. Mhm. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et c'est vrai que décharger, c'est bien, mais si ça veut dire la disparition de nos capacités cognitives, Voilà. c'est dramatique. Voilà. En théorie, c'est décharger son attention pour pouvoir traiter des choses de plus haut niveau. Mais ça, c'est la théorie. En fait, c'est pas, ce qui se passe, c'est que on décharge
il y a une décharge cognitive pour gérer un problème, et après on va passer au problème suivant, et ainsi de suite. Et on va accumuler les, Mais on va accumuler les tâches est-ce que, sans rien retenir. Et ça, c'est bon ni pour notre cerveau, ni pour nos performances. est-ce que finalement, on va pas aussi accélérer, d'après ce que tu viens de dire, hein, notre capacité à gérer encore plus de problèmes et donc de tâches à la fois? Exactement. Et donc, on va faire que renforcer cette Voilà. surcharge informationnelle, Voilà. cognitive, C'est mentale. ce qui se passait déjà avec la révolution numérique qui va prendre encore un niveau de plus. Et donc ça, c'est très important d'en prendre conscience et d'entraîner son cerveau pour ne pas d'une part être débordé et d'autre part pour garder nos compétences, nos fonctions exécutives, notre mémoire de travail, etc. Mhm. Et ça, c'est vraiment important et je le vois passer dans les grands médias. Tu, tu avais dit, j'avais lu une intervention de ta part, que plus l'intelligence artificielle progresse, plus ben, certaines compétences humaines deviennent essentielles. Donc là, on vient un peu de le toucher, mais Mm. lesquelles, si tu as envoyé d'autres? Alors, il y a donc on a parlé de la mémoire de travail, Ouais. de la capacité de raisonnement, de faire ses raisonnements soi-même et de pas tout déléguer à l'IA, l'esprit critique, les capacités d'apprentissage et aussi les capacités humaines, les soft skills, hein, et notamment l'empathie. Si on est tout le temps chacun sur nos IA, il n'y a plus d'échanges humains. Et s'il n'y a plus d'échanges humains, il n'y a plus de civilisation. Mhm. Et puis le cerveau a besoin de l'autre pour se développer aussi, hein. On ne se développe pas tout seul. Et puis la confiance, la sécurité psychologique, la coopération. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont développés en marge de l'IA. Mhm. Donc en fait, petit à petit, les interactions humaines en fait, deviennent un avantage compétitif dans ce monde Voilà. finalement. Un peu comme les montres suisses mécaniques. Quand les montres à quartz sont arrivées, tout le monde pensait que les montres mécaniques allaient disparaître. En fait, les Suisses ont développé une industrie de luxe et là, ça va être notre luxe, ça va être la capacité à interagir entre humains. Euh, au Mhm. lieu de, au lieu de, au lieu d'être supprimé par quelque chose de plus performant, au contraire, ça va devenir notre luxe, c'est de pouvoir interagir entre humains, de prendre notre temps, de, de développer des relations riches et enrichissantes, et puis de développer la relation à l'autre, tout simplement. Mhm. Et selon toi, qu'est-ce qui favorise une coopération justement de qualité? Bien l'empathie, Ouais. s'intéresser à l'autre, et puis développer des objectifs communs et développer euh, la sécurité psychologique, c'est-à-dire le, le fait de pouvoir développer des idées avec les autres, échanger des idées avec les autres, ce que l'on fait actuellement, par exemple, Mhm. et la confiance aussi, hein. Mhm. Super. On arrive tranquillement à la fin de notre épisode et tu Mhm. sais, j'aime bien appeler cette partie la bibliothèque intime. Je sais que c'est parfois difficile d'en sélectionner qu'un seul, mais est-ce que tu aurais, toi, à nous partager un livre en particulier qui a profondément changé, Alors, peut-être pas ta vie, mais je vais être partagé parce que soit je donne au lecteur un livre de psychologie, soit un livre de neurosciences. ah Et bah en fait, alors un de chaque. je vais faire les deux. Voilà. Moi, le livre de psychologie que je conseille, d'abord parce il est bien écrit, il est facile à lire et il est à la fois très profond, sont les livres de Christophe André, et notamment un livre qui s'appelle Les États d'âme, euh, qui va résumer un petit peu, qui est très, très large, et qui va résumer un petit peu toutes les, les difficultés qu'un humain a affrontées dans sa vie. Mhm. Et en neurosciences, ça va être le livre de Stanislas Dehaene sur les mécanismes cérébraux. Il y a un de ses derniers livres qui s'appelle Apprendre, avec un point d'exclamation,
qui rentre dans les mécanismes justement de l'apprentissage des réseaux cérébraux, qui est vraiment fascinant. Ok, Son dernier livre aussi, là, sur le rectangle de Lescaut aussi, était fascinant aussi. ok, super. Et puis le livre de Kahneman sur les biais cognitifs aussi, bien entendu. Ouais, ouais, il est super. Et celui aussi de Carol Dweck, justement, aussi Voilà, sur aussi, le voilà. fixed Voilà, mindset. déjà donc c'est difficile d'en choisir un seul. Je sais. Alors, tu l'as peut-être déjà mentionné, mais on va voir si tu as autre chose qui émerge. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui te guide depuis plusieurs années, en tout cas dans ton quotidien, qui est très présente pour toi? Oui, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est Super. aimer, apprendre et agir, les trois. Ok, Et puisqu'il touche à la fois la cognition, le cerveau, l'affect, le cœur, et ouais. puis l'action, le corps. Et Ok. donc c'est une synthèse pour moi. Les trois, les C'est le trois. triangle d'Aristote aussi, hein. Mhm. Top. Bah, on garde celui-là. Mm. Et imagine que tu puisses revenir voir le Bernard d'il y a 30 ans, tu vois, à la lumière de tout ce que tu perçois aujourd'hui depuis là où tu es. Quel cadeau ou quel conseil aimerais-tu lui donner? Alors, de lire mes bouquins que j'ai fait à 50 ans et 60 ans. Alors, Ouais. bien entendu, c'est pas possible. Mais je pense qu'en fait, on est chaque âge a des objectifs différents. Donc, effectivement, on peut se dire, si j'avais su à 20 ans ce que je sais maintenant, j'aurais mené une vie beaucoup plus sage. Mais en fait, non, parce que à 20 ans, j'avais pas les mêmes objectifs que maintenant et je m'intéressais pas aux mêmes choses. Et si vous voulez essayer d'intéresser un ado à ce dont on vient de parler, ça va être difficile parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les relations avec les autres et de se Mhm. comprendre comment il peut se positionner par rapport aux autres. C'est ça qui l'intéresse. Alors, bien entendu, ses connaissances théoriques seraient importantes pour lui, mais il va préférer le terrain pratique. Mhm. Super. Vraiment un grand merci Bernard pour ce temps, la qualité de ces réponses et j'ai beaucoup aimé à la fois langue scientifique mais sciences humaines aussi que tu as Voilà, c'est apporté tout ça. toujours un échange entre les neurosciences et les sciences humaines. Mm. Un grand merci, j'ai passé un super moment. Merci, c'est très agréable justement de pouvoir échanger et de pouvoir faire passer ces messages qui me semblent quand même assez importants. Ouais, et merci à tous. Je pense que vous avez aussi beaucoup de belles clés à aller creuser à partir de cet épisode. À très bientôt. À tout bientôt, merci. Ce que je retiens de cette conversation avec Bernard, c'est peut-être cette idée assez vertigineuse. Nous sommes façonnés par ce que nous vivons, mais nous ne sommes jamais complètement figés par ce que nous avons vécu. Notre cerveau continue d'apprendre, de s'adapter, de créer de nouveaux chemins. Alors je vous laisse avec cette question. Quel chemin avez-vous peut-être envie de commencer à tracer différemment? Merci d'avoir écouté les coulisses du mental. Et pour m'aider à faire rayonner ce podcast, merci de le noter, de le partager autour de vous, et si vous en avez envie, de me laisser un commentaire. C'est vraiment ce qui permet à de nouvelles personnes de découvrir ces conversations. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des coulisses du mental.